toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Scandalisote sur IRM.radio où on souffle les braises de la vérité chaque samedi soir à 20h. Pendant une heure, je serai accompagnée de mon équipe Pamela, bonsoir. Nordine, bonsoir. Bonsoir et Anthony à la réalisation. Aujourd'hui, nous avons Anan Sarah comme invitée. Bonsoir Anan et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous allez bien, merci. Ça va super, merci. Super. Donc, avant de parler de notre scandale du soir, Pamela présente Anan. On est ravis de t'accueillir, Anan. On peut se tutoyer ? Bien sûr. Alors, tu es femme d'affaires, make-up artiste, influenceuse. T'as des talents multiples, c'est absolument impressionnant. Merci. Et toi, comment tu te décrirais ? Je me décrirais comme une femme passionnée, très curieuse, qui aime bien toucher à tout. Mais effectivement, ouais, je me décrirais comme make-up artiste, oui. Influenceuse, plutôt créatrice de contenu qu'influenceuse. Créatrice de contenu. Et est-ce que c'était ton métier auparavant, quand tu étais consultante en stratégie, ou non, rien à voir ? Pas du tout, comme tu le dis toi-même. J'étais effectivement consultante en stratégie. De formation, j'ai une licence de droit et un master en stratégie. Suite à quoi, j'étais consultante dans plusieurs cabinets de conseil. Et j'étais spécialisée dans le service public puisque j'accompagnais plusieurs ministères dans des décisions stratégiques. Alors, quelque chose de pas du tout créatif à la base. Non, pas du tout. Mais en fait, d'où vient cette passion du make-up ? Alors en fait, quand j'étais en école de commerce, comme très souvent dans les études supérieures, il faut qu'on fasse des stages. Et moi, j'ai toujours décidé de les faire dans le secteur de la beauté. Okay. C'était quelque chose qui m'intéressait. Exactement, ouais. C'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'attirait. Et c'est aussi quelque chose dans mon éducation que j'avais pas le droit de faire, de me maquiller. Et puis t'as commencé à te maquiller à quel âge ? J'ai voulu être comment ? T'as commencé à te maquiller à quel âge ? À 22, 23 ans. Okay. En cachette. Encore en cachette à 23 ans. Tu peux mettre que le crawl. Non, même ça, j'avais pas le droit, non. Non, tu le mets le soir et tu l'enlèves et le matin, t'as les yeux bien bridés. Donc j'étais un peu attirée par ça parce que j'avais c'était pas l'interdit qui t'intéressait. Ouais, il y avait un peu de ça et aussi j'étais passionnée. Donc j'ai travaillé chez Sephora, chez Marionneau, intérimaire chez Dior. Donc je faisais ça en parallèle de mes études, en plus des stages, parce que faut payer quoi quand t'es étudiant, t'as des petits jobs et moi j'ai décidé de faire des jobs d'étudiant dans le secteur de la beauté. Et pourquoi pas en faire ton métier d'entrée de jeu ? J'avais plus d'ambition, j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'être stimulée intellectuellement. Du coup, je visais plus haut et c'est vrai que le côté artistique... tu le dénigrais un peu ? Je le dénigrais, ouais. Je le dénigrais et puis il y avait aussi le côté, objectif de société, quoi. Faut avoir un bon diplôme, rentrer dans une bonne boîte, monter les échelons. J'étais très carriériste. Du coup, non, j'avais pas du tout à l'esprit de faire ça. T'as changé d'avis en entrant dedans ? Bien après, parce que j'ai quand même fait 7 ans de conseil. 7 ans, ouais. Donc du coup, j'ai continué à faire un peu de make-up en parallèle les week-ends quand je pouvais. Après, je travaillais beaucoup, donc j'ai un petit peu arrêté. Sauf qu'en parallèle, j'avais lancé quand même mon compte Insta. Donc du coup, j'ai quand même continué à partager mes tips dans le make-up. Donc j'ai quand même toujours gardé un pied plus ou moins appuyé, mais j'ai toujours gardé un pied. Et du coup, tu es arrivée à être consultante et influenceuse en même temps. C'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Tu as commencé avec ton blog Parisienne MP. Ouais, c'est ça. C'est ça, qui est ensuite devenu une page Instagram et une chaîne YouTube. Alors, pour être tout à fait précise, j'ai commencé par Insta. D'accord. Dans les biographies Insta, c'était trop petit, on pouvait pas tout écrire. Du coup, je me suis dit, il me faudrait peut-être une plateforme où vraiment je vais pouvoir entrer dans le détail. D'où le blog Parisienne MP. Et effectivement, après, il y a eu Snapchat, 21 Bottoms maintenant, la chaîne YouTube. Enfin voilà, tout s'est développé. Les stories aussi, ça n'existait pas avant sur Instagram, les stories. C'était sur Snapchat avant, ouais. Constamment des nouveaux supports. Maintenant, il y a même TikTok. Enfin, ça s'arrête pas, donc voilà. Et la plateforme de prédilection, là où on peut te retrouver plus active ? C'est Instagram. Insta.
Ouais. Ouais. Mais du coup, pourquoi le nom a changé? C'était Parisienne MP et c'est devenu Hanan Sarah. Alors, Parisienne MP c'est pour Make-up Pro, donc c'était ce qui me définissait. Effectivement, j'ai commencé avec ça. Et été 2019, j'ai dû changer de nom à Contrecœur. Aujourd'hui, j'en suis satisfaite, mais j'avoue que je l'ai très mal vécu au début. Pour des raisons juridique, j'allais dire judiciairement, mais pas encore. C'était une marque qui avait déjà été déposée peut-être en fait, c'est... alors déjà, il y a eu le journal Le Parisien qui s'est opposé au dépôt de mon nom parce qu'ils ont une rubrique La Parisienne dans leur journal. Ah d'accord. Moi, c'est allé trop loin. Voilà, enfin vraiment, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était lourd. Et après ça, il y a eu un très gros groupe que je peux pas citer, pareil, qui s'est opposé. Par rapport à son parfum. Exactement, c'est ça. Donc du coup, j'ai essayé et après je me suis dit, c'est des trop gros requins que j'ai en face de moi. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui croit un peu, même beaucoup au destin. Je me dis que rien n'arrive par hasard. Parisienne MP, c'était ce qui me ressemblait, mais ce que je suis réellement, c'est Hanan Sarah, c'est mon identité. Donc de là, je me suis dit finalement, c'est peut-être mieux et encore plus pro d'utiliser sa réelle identité. Et ton contenu a changé par rapport au nom ou t'as gardé toujours la même chose? Ouais, non, je suis toujours sur la même ligne. Ok. Et pour revenir un peu sur ton parcours, ce que je trouve super intéressant et je sais pas comment le tourner, mais c'est que tu es une autodidacte en fait. Du make-up. Ouais, je suis une autodidacte dans le sens où effectivement j'ai pas fait d'école non, pas du tout. Maintenant, quand tu travailles chez Sephora, tu es obligé de passer par les bandes de formation. Donc j'ai quand même eu des formations professionnelles au sein de l'entreprise, mais un diplôme en tant que tel d'esthéticienne, make-up artiste ou quoi, non, j'ai pas. Je suis autodidacte effectivement. C'est un don. Ouais. Comment? C'est un don. Ouais, c'est ça, c'est un don. Merci Hanan et merci Pamela. Donc là, on va parler de notre sujet du soir, qui est le scandale qui a fait trembler le monde de la beauté numérique. Le mois de mai dernier, donc James Charles, vous le connaissez. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Donc la star des youtubeurs spécialisés dans les cosmétiques a vu son nombre d'abonnés passer de 16 millions à 13 millions d'abonnés en une semaine. Et pour un youtubeur ou un instagrammeur, c'est lourd de perdre 3 millions d'abonnés. C'est le cas, non, Hanan? Bien sûr, bien sûr. C'est tellement difficile de construire une communauté, ça devait être compliqué, même si les chiffres, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est quand même très déterminant quand ça devient ton métier. Exactement, oui. Et en plus de ça, il y avait parmi les personnes qui se sont désabonnées, des personnes très connues comme les sœurs Kardashian, il y avait aussi Katy Perry et il y avait Ariana Grande. Donc il a vraiment perdu, on va dire, les piliers de... Des grands noms, ouais. Voilà, des grands noms. Oui, voilà, exactement. Et donc, moi, je voulais d'abord poser une question à Hanan. Est-ce que... depuis que tu es sur les réseaux, est-ce que le nombre d'abonnés compte vraiment pour un influenceur ou c'est juste un nombre? Quand tu commences, c'est juste un nombre, t'es même choqué. Enfin, moi, je me souviens encore du palier des 100 abonnés, 500 000. Je me dis, mais c'est qui ces gens qui me suivent? Je trouvais ça vraiment bizarre. Et après, ça monte. Et tu fais pas attention, t'es super content jusqu'au moment où ça devient ton métier, que t'as une pression sur tes statistiques, qu'il y a une concurrence, que le nombre d'abonnés, d'engagement, etc. a un impact aussi sur ta rémunération par rapport aux marques. Donc ça reste un critère important. Bien sûr, c'est un critère. Quand tu vas en entreprise, tu présentes ton CV. Et quand tu es influenceur, tu présentes ton kit média. Et dans ton kit média, tu as tes statistiques. Chiffres, donc, bien sûr que c'est important. Donc ça a commencé à prendre de l'ampleur au moment où tu as commencé à collaborer avec les marques. Ouais. Un petit peu avant même, parce que pour collaborer avec les marques, il faut attendre un certain palier. Bien sûr. Oui, mais au début, c'était pas d'une grande importance pour toi, je pense. Et ça a commencé à l'être quand tu étais en partenariat avec des marques, puisque tu es sur le qui-vive et si ça baisse, les contrats s'interrompent au fur et à mesure. Effectivement, ouais. Et toi, donc sur Insta, tu es à peu près à 114K sur YouTube.
YouTube, je m'y suis impliquée que depuis quelques semaines réellement. Je suis à peine 5000 abonnés. Je suis vraiment une baby youtubeuse. Mais ça me plaît bien parce que du coup, j'ai vraiment le temps d'échanger, de lire tous les commentaires. Donc ça me rappelle un peu mes débuts sur Insta. C'est pas plus mal, ouais. C'est une nouvelle plateforme que j'appréhende. Mais Et pourquoi tu l'as pas fait via les IGTV par exemple? J'ai testé un peu la IGTV au mois de décembre avec mon calendrier de l'Avent Make-up, une vidéo par jour pendant 25 jours. Je suis pas très fan encore en fait. D'accord. J'ai vraiment voulu tester mais j'accroche pas encore. C'était ton propre calendrier de l'Avent? Ouais, c'était mon propre calendrier de l'Avent. Ma saison 2, l'année dernière aussi, j'ai relevé le défi, mais c'est physique, mais c'est intense. Enfin, c'est plaisant. C'est une très bonne idée. Hein. Parce que tu t'interagis avec tes oui, toujours. Ta communauté, donc bien sûr. Oui. Donc on va revenir sur le scandale de James Charles. Je disais donc qu'il avait perdu 3 millions d'abonnés en une semaine et c'est au festival de Coachella que tout a commencé. Donc il est allé au festival de Coachella grâce à une marque de vitamines qui l'a invité en échange de publicité sur les réseaux sociaux, donc placement de produits. Oui, c'est ce qui n'a pas plu à Tati Westbrook, une youtubeuse beauté et amie de James Charles, car auparavant, elle lui a demandé de faire de la pub pour sa propre marque de vitamines. Il avait refusé de le faire, il avait dit que lui, son public ou sa communauté, c'est des jeunes et qu'il ne voulait pas proposer il voulait pas faire de la pub à des vitamines et inciter des jeunes à consommer ça. Même si c'était pas très dangereux, mais il voulait pas. Mais pour aller à Coachella, donc il l'a fait pour une autre marque. Et donc Tati Westbrook l'a pris pour une trahison et elle a fait une vidéo de 43 minutes où elle l'a descendu. Exactement, elle l'a descendu. Elle a tout divulgué. Elle avait dit que, en fait, dans la vidéo, elle énumérait vraiment les comportements déplacés de James Charles. Comme par exemple, elle a dit qu'il a mal parlé devant sa famille, qu'il parlait des choses sexuelles, qu'il fallait pas... Mais quel était l'intérêt, en fait? Pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça pour se venger. Bah oui, mais c'est quoi? Enfin, pourquoi ils règlent pas leurs affaires directement entre eux, quoi? C'est ça. En fait, elle a dit qu'elle lui a pardonné plusieurs fois, mais qu'il ne méritait pas. Et donc, elle a préféré tout divulguer sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais que c'est une vengeance. Mais aussi, c'était pour attirer les gens. Parce que lui, il a perdu 3 millions d'abonnés, mais elle était à 5 millions et une semaine après, elle est passée à 9 millions d'abonnés. Donc, lui, il a perdu 3 et elle a gagné 4. Donc, c'est pour le buzz. Oui, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié dans ce monde-là, Nan? Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, moi... J'en entends des vertes et des pas mûres tous les jours. Il y a des amitiés, mais il y a beaucoup d'amitiés par intérêt. Il y a des amitiés qui se finissent par des trahisons. Il y a des amitiés par intérêt. Enfin, donc c'est pas que sur les réseaux, mais ça se passe. Ce qui se passe sur les réseaux, c'est ce qui se passe aussi dans la vie réelle. C'est dans la vraie vie, bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, peut-être qu'elle a été témoin de comportements qui l'ont scandalisée, qu'elle a voulu mettre sous les feux des projecteurs, parce que j'avoue que après, moi, je préfère pas prendre parti parce que c'est comme tout, tu as toujours deux versions, tu sais jamais vraiment, voilà. Mais ce que je sais, c'est que des fois dans la vraie vie, effectivement, tu vois des influenceurs, tu vois leur comportement et tu vois comment ils sont sur les réseaux sociaux, mais t'as qu'une envie, c'est de faire un live, une vidéo et dire mais les gars, montrer la vérité. Et des fois, ça démange parce que tu te dis mais c'est que du fake, quoi. Mais bon. Et toi, est-ce que tu as l'impression que l'influence t'a un peu changé depuis que t'es dans le game? Est-ce que t'as dû changer? Moi, je suis toujours la même personne, mais mon rapport avec les gens a changé dans le sens où je suis beaucoup plus méfiante que je ne l'étais auparavant. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, voilà. Donc quand t'es déçu, c'est comme dans la vraie vie, tu te méfies. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus méfiante qu'avant. Je donne moins. Est-ce que ton entourage a changé? Non.
J'ai toujours les mêmes amis, c'est ma famille avant tout, c'est mon mari, mon bien-être, voilà. Après, bien sûr, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amies, mes copines, comme quand tu as un nouveau taf et que tu t'entends bien avec ta collègue, ça devient un pote. Moi, c'est pareil, il y a des influenceurs, à force de les voir dans les événements tous les soirs, faire des voyages de presse, etc., tu es obligé de nouer des liens. Donc oui, il y a effectivement des influenceurs qui deviennent des amis, mais mon cercle d'amis, c'est toujours les mêmes, et quand je suis mal, je sais qui je dois appeler, et c'est ceux que j'appelais il y a 5-10 ans. Début, donc, ouais. Et tu fais des collabs ? Oui. Entre youtubeurs, entre influenceurs non, ça pas trop. En fait, on se soutient, si tu veux. Quand tu t'entends bien, tu te soutiens. Moi, j'ai des amis influenceurs que j'invite à mes masterclass, par exemple. Elles viennent, elles sont là, et on est content d'être ensemble. Là, j'ai fait un dîner il y a un mois, pareil, je les ai invitées. Privé. Exactement. C'est plus du soutien, comme j'invite une amie. C'est pas du tout le côté pro, en fait. C'est plus on se soutient plus qu'autre chose. C'est pas de la stratégie. Non, pas du tout. J'invite que des personnes que je connais. Comment t'es venue l'idée de faire le dîner, justement ? Pour témoigner ma gratitude. Envers ta communauté. Ouais. C'était vraiment très important pour moi. En général, les influenceurs, ils font des concours. Tu fais gagner des choses à des gens. Mais là, j'avais envie de plus que ça. Le niveau de dessus, c'est le meet-up. Mais le meet-up, ça fait un peu trop star, ça fait trop. Les gens font l'accueil, font une photo, salut, je te fais la bise, ils partent. Il n'y a pas vraiment d'échange. Exactement. C'est vrai, parce que du coup, malheureusement, on n'a pas le temps et tout. Donc, du coup, j'avais pas envie de ça non plus. Je me suis dit, comment est-ce que je peux, sous quel format, en fait, je peux vraiment les rencontrer et kiffer. Et du coup, pour moi, c'était autour d'un repas. Il n'y a rien de plus convivial, je pense, que de partager un repas, que ce soit au restaurant, chez des amis, un apéro ou quoi. Et là, j'ai voulu le faire. Et pour marquer le coup, je l'ai en plus fait là où je me suis mariée, dans le même château. Ouais, c'était magnifique. Donc, merci. Donc ouais, c'est vraiment ça. Témoigner ma gratitude et inviter aussi des amis influenceurs, parce que du coup, je suis aussi avec eux au quotidien. Des fois, quand je suis pas bien, voilà, ils sont là pour moi, on se conseille. C'est devenu des amis, etc. Bien sûr. Ouais, c'est mon noyau dur. Et toi, tu t'imagines un scandale comme notre ami, là ? Il aurait pu y en avoir, c'est juste que je préfère garder le silence, mais je pense qu'on a tous eu... On a tous eu, disons que je lave pas mon linge sale en public. C'est vrai, il n'y a pas mieux. Oui. Mais justement, comme on disait tout à l'heure, c'était pour faire le buzz. Parce que faire une vidéo de 43 minutes, elle a fait 33 millions de vues. Elle a pris quand même 43 minutes de son temps, quoi. Mais pour 33 millions de vues, ça mérite de prendre toute une journée. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est fou. Mais faire une vidéo... c'est un truc qui a un impact, enfin je sais pas si... Justement, elle l'avait accusé de profiter de sa notoriété afin de convaincre des jeunes abonnés hétérosexuels. Elle l'a accusé aussi d'avoir trahi et de l'avoir harcelé sexuellement. Donc moi, je pense que c'était des choses à régler en off. En off, oui, mais elle ne l'a pas fait. Mais à votre avis, est-ce que James Charles a réagi après la vidéo ou pas ? Oui, il me semble que oui, hein. Il a fait une vidéo tout de suite après. Un démenti, c'est toujours comme ça. Non, c'était pas pour démentir, justement. Enfin, c'est un clash, en fait, c'est ça ? Non, c'est pas un clash. Il a fait une vidéo pour s'excuser. Ah oui, d'accord. Donc, en quelque sorte... Il l'a reconnu. Il a reconnu, voilà. Mais ça ne peut rien changer de spécial, puisqu'il a quand même perdu une bonne partie de sa communauté. Oui, il a perdu, je disais qu'il avait perdu 3 millions d'abonnés en une semaine, mais il a perdu 1 million d'abonnés en 24 heures. Ah ouais. Et c'est une première dans le monde des youtubeurs. Et quel âge il a ? Il a 19 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Il est très jeune. Donc oui, c'est pour ça que le côté stratégique, il n'est pas encore tout à fait... Le côté maturité, moi j'ai plutôt envie de dire. Il y a un manque de maturité de toute façon dans cette histoire. Enfin, moi, quand j'ai parlé de stratégie, c'est par rapport à sa réponse. Mais le manque de maturité... au contraire, s'excuser et reconnaître les faits, je trouve que c'est quand même mieux. Moi, je voulais pas donner mon avis, mais comme on a parlé de maturité, il a 19 ans, je dirais qu'il est plus mature que Tati qui a 37 ans. Ouais.
parce qu'elle a préféré... Ouais, donc moi, niveau maturité, c'est pour ça que j'ai ciblé plutôt le côté stratégique. Oui. Parce que faire une vidéo d'excuses en réponse à cette vidéo, s'il avait été stratégique, il aurait peut-être alimenté le buzz et puis pourquoi pas faire la même chose sur Tati, effectivement, pour récupérer d'autres abonnés ou éviter... Ce qui prouve bien sa maturité, comme disait Nazia. Ah, tu dis qu'il est mature, toi? Oui, je disais que lui, il est mature, mais que Tati, qui a 37 ans, elle n'est pas mature. C'est ça ce que je voulais dire. Mais il est immature aussi, le fait d'avoir accepté de faire un placement de produit pour aller à Coachella. Mais si j'étais à sa place, je le ferais. Hein. Ah non, c'est son job, c'est son job. C'est très mature ce qu'il a fait. Non, mais en fait, avant, il n'a pas accepté de faire ça. Parce qu'il était contre justement ces vitamines-là. Ouais. Mais pour aller à Coachella, il a accepté de faire ça. Ouais, mais au-delà... Coachella aussi. Ouais, mais voilà, au-delà de la promotion des vitamines, il a quand même acquis aussi sa place à Coachella. Voilà. Et Coachella, tu l'aurais fait, Anan, pour aller au festival? Non, justement, franchement, non. Quand t'as autant de gens, tu sais que les gens sont là derrière toi, qui te font confiance. Faire la promotion juste pour aller à Coachella, je pense qu'il gagne très bien sa vie. Il peut se payer un billet Coachella. Et s'offrir le truc lui-même. C'est encore plus dommage en fait d'avoir fait ça. Enfin, moi, au contraire, je trouve que c'est pas très correct. Ouais. C'est une responsabilité d'avoir des gens qui nous suivent. Bien sûr. Puis, je pense que c'est ta crédibilité aussi sur les réseaux sociaux quand c'est ton métier. Moi, je vais pas te promouvoir n'importe quoi parce que si tu veux, je suis payée par la marque, c'est cool, mais si je perds ma communauté, j'ai plus rien du jour au lendemain. Je préfère perdre une marque que ma communauté qui m'apporte tout le reste. Et grâce à qui aujourd'hui je peux vivre de ma passion. Je pense que ça, faut pas l'oublier et rester sincère. Et tu as l'impression de pouvoir garder ton libre arbitre justement et de dire ce que tu penses avec les marques, comment ça se passe justement Après, voilà, il y a des marques qui t'envoient des briefs qui te disent je veux que tu dis ça, et t'as envie de dire en fait je suis pas un spot publicitaire quoi. Ça. Tu veux ça, tu payes ta place dans un journal, tu rédiges toi-même ton truc et puis tu le publies. Et après, tu as les marques qui comprennent que de base, tu utilises leurs produits, donc tu sais en parler. C'est pour ça qu'ils te contactent en réalité. Donc ils n'ont pas besoin de me briefer en fait. Et c'est avec ces marques-là que je travaille en général. Oui. Est-ce qu'un jour il y a un produit qui ne t'a pas plu et t'as en parlé et la marque a quand même continué de bosser avec toi? Ah, il y en a plein. Ah ouais? Plein. Ouais. Mais parce que les marques... Parce qu'ils aiment justement ça, cette authenticité alors. Ils aiment l'authenticité, mais ils sont surtout comment dire... Ils veulent montrer qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils ont des produits mieux, c'est ça? Non, mais ils sont... Enfin, à un moment donné, il faut comprendre la réalité des choses. Donc, t'es une marque, même si t'es Dior, même si t'es Chanel, tu peux pas faire de la merde. Ouais. Bien sûr, tu peux pas tout aimer, tout ne peut pas être beau. Moi, quand je vais à Zara, il y a des vêtements, no way. Et il y en a, je kiffe et je les achète. C'est pareil dans la beauté, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Et parfois même des produits qui sont pas forcément pas bons, mais moi qui me correspondent pas par rapport à mon type de peau. Moi, j'ai un certain type de peau, je vais tester un produit, je vais donner mon avis. Je dirais, ça... pas top, mais parce que pour telle et telle raison. Toi, demain, tu vas le tester, peut-être bien qu'il va très bien t'aller, et tant mieux. Et c'est pour ça que je sensibilise très souvent ma communauté à leur dire, faites attention de suivre des gens aussi qui vous ressemblent et qui ont la même morphologie, le même type de peau, le même type de cheveux, etc. pour prendre conseil auprès des personnes qui te correspondent, quoi. Donc, dans ce sens, parce que c'est très spécifique, les marques ne le prennent vraiment pas mal et ils comprennent. Et de toute façon, c'est ce qui fait notre force. L'influence, si ça a augmenté et si on a un peu écrasé les magazines, c'est parce qu'on est objectif, qu'on donne le positif et le négatif et qu'on ne placarde pas que des belles choses. Sinon, on n'a pas d'intérêt en fait. Ouais. Mais certains influenceurs, justement, ne disent que du positif. Et c'est ça aussi le problème. C'est juste parce qu'ils sont payés. Ça, c'est les gens de télé-réalité. Ça dure pas. C'est vrai. Après, c'est financier, ça dure pas. Et après, on n'en entend plus parler, quoi. Moi, franchement, tu regardes ses stories, tout est beau, tout est rose, tu sais plus quoi prendre, en fait. T'es noyé, Parce que, je suis influenceuse, mais je suis aussi d'autres influenceurs. Exactement. Et effectivement, moi, personnellement, je suis pas ceux qui... influencer, Anan? Bien sûr, ça m'arrive. Mais moi, je t'écoute depuis tout à l'heure et je pense que ton parcours professionnel, le fait que tu as été consultante en stratégie, t'apporte beaucoup et t'aide beaucoup dans tes prises de décision. Ah ouais, tu le vois par rapport à quoi? Je pense que ça t'aide aussi à...
as un bagage qui fait que tu peux choisir ce qui te correspond, ce qui te va le mieux, ce qui correspond plus à ton image, ce qui va faire que tu vas réussir ou pas. Non, c'est vrai que j'analyse beaucoup, je suis très carrée, il n'y a pas que le côté beauté. Derrière, il y a toute une organisation, j'ai des plans, j'ai des objectifs. Et ça, je l'ai vu, même sans que tu nous le dises. Non, c'est vrai, c'est quelque chose que je travaille en off, sur quoi je communique pas, mais avec les marques, effectivement, même la négociation, la compta, les contrats, c'est moi qui gère tout. Oui, t'es une femme d'affaires, donc en fait, le truc, c'est que t'as ton entreprise, il faut la faire tourner, en fait, c'est une entreprise. Bien sûr, j'ai une société, Ouais, il faut. Non, mais parfois aussi, c'est pas parfois, c'est souvent les influenceurs, ils prennent des agents. Mais là, elle nous dit, Hanan a dit que tu gères tout toute seule. Je gère tout toute seule. J'ai une assistante à mi-temps qui m'aide dans tout ce qui est traitement de mail, mon planning, etc. Parce que voilà, je reçois beaucoup de mails. Il y a aussi toute la gestion, prise de rendez-vous pour mon studio. Je fais aussi beaucoup d'événementiels. Je fais une dizaine d'événements par an. Donc, faut trouver les lieux, les traiteurs, les collabs, faire les flyers, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de travail de préparation, ce sur quoi, du coup, je lui délègue cette partie-là. Mais non, je n'ai pas d'agent. Et pour le moment, je me pose la question, mais je pense pas en prendre. Non, les événements, c'est des masterclass Des masterclass, principalement. D'accord. C'est ça, ou mon dîner, des meet-up, parfois sous d'autres formats. Là, je suis en train de réfléchir à un nouveau format dont je ne vais pas encore parler, mais je réfléchis. Je fais aussi des interventions dans des établissements scolaires. Je sensibilise aussi pas mal les jeunes sur c'est quoi le métier d'influence, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voient la télé-réalité, les placements de produits. Quand tu leur dis tu veux faire quoi plus tard, ils disent j'aimerais bien être influenceur, mais... Non, en fait, fais tes études, gère ton truc quand même, assure-toi une sécurité. Et je trouve que c'est important. Et nous, on fait partie de la première génération avec ces métiers-là. Donc, je sensibilise beaucoup. Donc, je fais aussi ce genre de choses. Et tout ça demande effectivement d'être organisé, de planifier. Je fais des salons aussi. Enfin, voilà. Et du coup, ton métier, enfin, ton entreprise, c'est quel statut, en fait? T'es maquilleuse, t'es freelance, t'es une société d'événementiel? J'ai une société avec plusieurs activités. Donc, j'ai une casquette conseil, j'ai une casquette make-up artiste, j'ai une casquette influenceuse. C'est une femme d'affaires. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. Créatrice de contenu, j'ai plusieurs activités qui ont été rédigées dans mes statuts pour justement me laisser l'opportunité à la fois de couvrir ce que je fais là, mais à m'ouvrir aussi à d'autres choses dans peut-être 2-3 ans et m'éviter de... Tu t'ennuies jamais, Hanan. Il y a plein de trucs à faire. C'est cool. J'essaye. Oui. Donc, on parlait tout à l'heure du nombre de followers. Donc, je disais que James Charles avait perdu 1 million d'abonnés en 24 heures et 3 millions en une semaine. Le nombre de followers est devenu un grand business dans ce monde de digital. Nordine va nous en parler. Exactement, les filles. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du business des achats des abonnés ? Ah bah oui. Est-ce que vous savez, vous avez autour de vous des gens qui pratiquent ça? On en connaît tous, des gens qui se sont réveillés le lendemain matin et ils avaient 50 000 abonnés. C'est ça. Donc en fait, là je vais vous parler de ça. Donc l'achat d'abonnés sur Instagram a-t-il un sens? Donc la démarche est très simple. Dans le moteur de recherche Google, vous tapez acheter des abonnés Instagram. Vous tombez sur une dizaine de sites capables de décupler votre nombre de followers. Ah, carrément. Donc, c'est accessible. Exactement. Attends, c'est accessible, on ne sait pas combien. Je vais vous expliquer ça, j'ai tous les chiffres. Donc vous avez la possibilité. Ça t'intéresse, Pamela? T'es très à l'écoute là. Donc vous avez la possibilité de passer de 20 à 200 000 abonnés en quelques heures. Donc les prix varient de 3,99 € pour 100 abonnés à 640 € pour 50 000 abonnés. Donc c'est pas très cher les filles, hein. Ah oui. Vous en pensez quoi? Alors, moi je m'attendais beaucoup à beaucoup plus cher que ça quand. Bon, moi j'ai mon avis, mais je pense qu'il faut. Demander à Hanan. Bah oui, parce que je comprends pas cher parce que ça a pas de valeur. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Et justement, je vais l'expliquer. Ça a pas de valeur. Par la suite. Donc le but étant d'augmenter sa visibilité pour tenter d'accroître son e-réputation. Je dis bien tenter parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc c'est un système très répandu que le réseau social Instagram tente d'éradiquer en utilisant des outils lui permettant d'identifier les faux comptes. En 2014 déjà, le réseau social avait supprimé plus de 300 millions de faux comptes.
300 millions. Oui, et faisant perdre... C'est énorme. Ouais, et faisant perdre des followers à des célébrités comme Kim Kardashian ou Justin Bieber. Et je crois qu'au début, tout le monde faisait ça, en fait. Ceux qui se sont lancés il y a hyper longtemps, les influenceurs qui sont à des millions, je pense. Ah ouais? Tu penses que Cristiano Ronaldo, il a fait justement, ça? Je sais pas. Après, peut-être dans les débuts, quand c'était à la mode, etc. Puisque là, quand Instagram n'était pas vraiment dessus, donc il checkait pas vraiment. Justement, là, quand j'ai entendu Kim Kardashian, Justin Bieber, je me suis dit, mais... pourquoi ils ont perdu Et en fait, c'est parce que des fois, c'est même pas eux qui ont eu recours à ça. C'est carrément l'équipe, des agents qui les entourent, qui... Parce que le but, c'était de monter et puis d'avoir une audience grosse dès le début, en fait. Une fausse audience. Ouais, mais on n'a jamais vu vraiment de stars commencer à 100, 200, enfin tu vois, grandir graduellement. Exactement. C'est soit t'arrives sur la page, elle est déjà, c'est déjà le soleil. Soit t'es comme moi, il n'y a presque rien. En plus, c'est vrai, il y a une semaine, j'ai vu une influenceuse, elle a fait de la pub pour un chanteur qui est connu. Elle a dit qu'il a un nouveau compte sur Instagram. Et j'ai regardé la pub, il était à 135 abonnés. J'ai bien regardé. Et 2 minutes après, je regarde, je clique sur la pub, le post qu'elle a mis. Et je trouve que le mec, il a 135K. Est-ce que tu avais bien vu le cas? Ça se trouve, tu n'avais pas vu le cas. Non, justement, c'était une story. Donc, j'ai bien regardé parce que j'ai appuyé. Après, j'ai regardé 135K. Je me suis dit, mais j'ai pas vu le cas. Et là, je revois la story, c'était 135 abonnés et genre 2 minutes ou 5 minutes après, c'est passé à 135 ça va vite, Bah moi justement, je vais vous dire aussi comment j'ai eu l'idée de vouloir vous parler de ça. Parce que tu te lances dans l'influence? Non, même pas. C'est parce que je suis tombé donc sur une personne de mon entourage que je citerai pas le nom, qui a 4-5 publications sur Insta. Et elle a 94 000 personnes qui la suivent. Chelou. Et il y a combien de likes sur les photos? J'ai pas fait attention à ça. C'est l'engagement, tu parlais d'engagement tout à l'heure. On est d'accord, Anna, 4 publications, 94 000, c'est bizarre. Ceux qui ont 100K, ils ont 20 likes. Voilà. Mais justement, là, avec la mise à jour, moi, par exemple, je vois pas le nombre des likes. C'est la nouvelle mise à jour. La nouvelle mise à jour. Pour justement... nous, on le voit pas, en fait. Ça dépend, en fait. Ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas au même... Voilà, c'est pas encore généralisé. Ah, d'accord. Mais par contre, toi, si tu as la mise à jour et je vais sur ton profil, je les vois. Non, tu peux pas le voir. Par exemple, moi, là, avec la mise à jour, je vois pas le nombre. Anan, elle peut le voir parce que c'est son compte à elle. Donc, si tu rentres dans les statistiques, tout ça, tu peux... Tu vas regarder, mais toi, tu peux pas voir combien de j'aime. Mais justement, Instagram essaye de généraliser ça pour arrêter ce focus sur les likes, sur les follow. Ils essayent de trouver des stratégies pour arrêter... Donner plus de valeur au contenu. Exactement. La course au like, c'est ça. Parce que du coup, ça salit un peu leur appli, quoi. Ça bousille les stats, donc du coup... Et puis c'est la course au like, la course au following, follow and follow. Enfin, justement, toi, c'est une vraie communauté. Tu as grandi de manière organique. Mais est-ce que tu as utilisé une stratégie? Comment ça s'est passé? Comment tu as vu l'évolution de ton compte? L'évolution, elle se fait quand tu es très régulier dans tes publications. L'algorithme le capte de toute manière. Donc, du coup, tu as une croissance, comme tu le dis, organique. Mais on a tous, de toute manière, quelques pics où ça monte d'un coup parce que tu as fait un concours, parce que tu as fait un événement, parce que tu étais avec d'autres influenceurs pendant un voyage de presse, pendant 2-3 jours, tu as été identifié dans d'autres trucs, donc du coup la communauté des autres s'intéresse à toi et forcément tout ça, ça aide à avoir quelques pics quand même et ça c'est clair que c'est indéniable. Pour grandir, c'est très très difficile maintenant de grandir seul que grâce à ton contenu. C'est très difficile. D'accord. Donc, une solution comme celle de Nardine pourrait être... Non, pas l'achat de like. Non, pas l'achat de like. Alors moi, je vais vous parler... les événements, ça aide beaucoup. Je vais vous parler maintenant d'un confrère à nous qui est journaliste, qui a tenté l'expérience. Juste pour tester, bien sûr, je tiens à le rappeler. Donc son objectif était T'es sûr c'est pour tester? Oui, exactement, puisque justement son article tournait autour de ça. C'est un genre d'enquête. Exactement, il a enquêté et justement c'était pour vraiment voir si ça a marché et quel était son ressenti vis-à-vis de l'expérience.
Donc son objectif était de passer de 300 à 3000 abonnés en un mois. Donc il était aux alentours de 346 au début. Donc il a choisi de commander 2500 abonnés pour la modique somme de 39,99 €. Pour que le nombre de likes suive, il opte aussi pour un forfait de 500 likes par photo pour 6,99 €. Bah oui, parce que si t'as plein d'abonnés, mais que t'as donc tu peux acheter même les likes. Exactement. Même les commentaires. Exactement. Et mais ça se voit, non? Genre, c'est pas des vrais noms, c'est pas des... Alors, je vais vous expliquer ça. Ouais. Donc, en fait, ça fait... c'est un packaging qui est compris avec le nombre de followers. Quoi. Exactement. Oui, c'est un business. Donc les achats effectués, il entre son pseudonyme, choisit le rythme de livraison, donc en une fois ou 100 abonnés par jour. Lui, il a la garantie étendue qui permet de remplacer tous les comptes supprimés pendant le laps de temps où il est abonné. Il y a même des garanties. Exactement. Donc pendant un mois, il acquiert 100 abonnés et 500 likes par jour. Donc c'est ce qu'il avait choisi de mettre en place dès le départ. Il atteint finalement 2956 abonnés en un mois. Bilan au bout des 3 mois, donc son nombre d'abonnés dégringole à 2200 abonnés. Donc les comptes achetés se désengagent ou sont supprimés par Instagram. De plus, il pourra inciter à acheter une deuxième fois, peut-être qu'il font ça exprès. Alors non, c'est Instagram. Non, je vais vous expliquer pourquoi. De plus, ils sont inactifs, plus de commentaires, plus de likes et plus d'utilité à part augmenter en façade le nombre d'abonnés. Ah, donc l'algorithme il détecte ça, c'est pour ça aussi. Exactement. Donc en fait, l'outil qu'a mis en place Instagram, c'est d'identifier ces faux profils, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, cette agence qui vend des abonnés va demander donc soit à des personnes qui ont des comptes existants comme nous, par exemple, on veut gagner, je sais pas, 30 centimes pour avoir liké un compte, etc. Donc du coup, on va recevoir un mail qui va nous dire « Allez liker ce compte-là, vous allez gagner 30 centimes par like, etc. » Donc en fait, ça se passe comme ça. Et il y a aussi des agences qui créent en masse des faux comptes et qui les affectent aux différents profils. C'est énorme. Et ça fait peur. Exactement. Et qu'est-ce que toi tu penses de l'évolution d'Instagram? Parce que c'est, comme tu disais, c'est de plus en plus difficile de grandir de manière organique et de faire sortir son contenu de la masse, puisque il y a je sais même pas combien de milliards de comptes sur Instagram. Et en tant que créatrice de contenu dans ton métier, Comment tu vois cette évolution? L'évolution, elle est compliquée, je trouve, depuis 1 an ou 2. C'est très frustrant parfois de bosser sur des vidéos pendant des heures et qu'elles apparaissent même pas sur le feed des gens qui te suivent. Donc n'en parlons même pas des gens qui te suivent pas. Il paraît que ça apparaît sur 30% de ta communauté. Maintenant, c'est plus lié. Alors avant, en fait, le fil d'actualité, c'était par ordre décroissant. Donc c'était par... fraîcheur, enfin le dernier. Et maintenant, c'est par rapport à l'engagement que les gens ont. Si ta vidéo, tu vois qu'il y a tout de suite des commentaires, tout de suite des likes, Insta va la laisser, va dire « Ah tiens, ça c'est un contenu intéressant, on va le laisser en visibilité. » Donc du coup, il suffit que tu postes pas à la bonne heure ou que ton truc, il n'a pas été vu, ça passe. Parce que j'ai vu qu'il y avait des... quand tu étais influenceuse, il y avait des heures à respecter, des heures où tu vas faire de l'audimat et des heures où tu vas pas en faire. Je sais que de mémoire, c'est un peu avant midi et un peu avant la fin de journée, le soir, c'est ça entre 18 et 21 max. Après, franchement, ça dépend des communautés. Le matin, j'avais vu que c'était 10-13 heures, je pense. Après, ça dépend de ton activité. En gros, c'est quand les gens bossent pas. Exactement, ouais. T'es dans les transports en commun, ou alors entre midi et 2, ou le dimanche matin, tu traînes dans le lit. Moi, je sais que mes vidéos le dimanche matin, elles cartonnent toujours. Ouais. Mais du coup, moi, je me lève plus tôt pour poster. Mais c'est donc tu t'adaptes, quoi. Tu t'adaptes. Mais c'est vrai que c'est. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de recette en fait. Il faut toujours se tenir quand même à la page des critères de l'algorithme qui évoluent en général tous les ans. Ouais. Et voilà, et essayer de tester, analyser tes stats, essayer de voir comment s'adapter, quoi. Donc en vrai, c'est un vrai travail. Un dimanche, tu es obligé de te lever. Donc c'est pas comme les gens, ils voient ça, ils se disent l'influenceur, il fait la story quand il veut. Ah non, pas du tout. Je travaille beaucoup plus que quand j'étais consultante et je travaille tous les jours. Ah ouais. Non, franchement, ça c'est les gens qui voient pas plus loin que ce qu'on veut leur montrer.
Et aussi l'ignorance, parce que c'est un métier qui n'est pas connu. Moi, j'en veux pas aux gens qui disent toi, de toute façon, tu reçois des produits. T'es invité partout. Tu manges dans des cocktails, tu croises Huda Beauty, et puis t'es bien dans ta life, tu fais des selfies et t'es payé. Mais je leur en veux pas. C'est juste qu'effectivement, c'est l'apparence. Mais derrière, il y a un truc. Ouais. Mais pourquoi vous ne montrez pas justement, je parle pas que de toi, de tous les influenceurs, pourquoi vous ne montrez pas justement que c'est un vrai métier, que c'est difficile, les coulisses voilà. Parce qu'il faut faire rêver quand même. Ah oui. Ouais, il y a le côté faut faire rêver, il y a le côté il y a des choses que tu peux pas montrer. Moi parfois je montre, mais les gens se rendent quand même pas compte. Et une détox digitale pour toi c'est inenvisageable. C'est dur. Ouais, non, ça c'est très très dur. On est loin. Ouais, c'est compliqué. J'ai 3 bras. Et ton mari, il en pense quoi? Mes 2 mains et mon tel. Mon mari, il aimerait bien, détox. mais il sait que c'est mon métier, c'est ma passion. Après, j'arrive quand même à être présente. Lui, il me soutient dans ce que je fais. C'est important. J'ai aussi quitté mon boulot pour ça il y a à peine 2 ans. Donc, faut tout donner maintenant, quoi. Je suis jeune, j'ai la patate, j'ai pas d'enfant. Si je m'investis pas maintenant, je le ferai pas plus tard. Donc, non, franchement, il dit rien. Il est derrière moi. Et donc, en fait, le confort de vie entre ta vie d'influenceuse et ta vie de consultante, tu bosses tout le temps, enfin autant, voire même plus, c'est ça que tu dis? Je bosse autant, voire plus, ça c'est vrai. Mais et tu gagnes plus aussi? Ça dépend. Pamela. On est dans Scandale ou pas? mais tu bosses pour toi-même. Je suis patron moi-même. Ouais. Donc si je me bute, si je fais une nuit blanche, c'est pour moi. Donc ça me dérange pas. Et puis c'est ma passion, donc j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, ça change tout. Ouais, ça change. Mais si on travaille par passion, on sent pas les heures passer. C'est ça. Ouais. Exactement. Oui. Hanan, tu as ouvert un studio make-up. Ouais. C'est un studio. Comment ça s'est passé et comment tu as ouvert le studio? Et c'est quoi un studio en fait? Mais, voilà, un studio make-up. Alors ça peut être soit une école, soit ça permet aux gens de venir se faire maquiller. C'est ça. Exactement. Alors le Sarin Studio, tu connais, hein? Moi franchement, la première fois que j'ai vu, c'était sur les stories de Hanan. Je me dis studio make-up, j'ai cherché sur Google, ça veut dire quoi studio make-up? Non, c'est pas très répandu. Exactement, j'ai pas trouvé de réponse. Il y en a pas 10 000 en France, même à Paris. En gros, c'est déjà mon lieu de travail, c'est mon lieu de tournage, c'est là où je bosse, c'est là où je reçois mes colis, c'est là où je tourne mes vidéos, etc. Et c'est aussi là où je reçois mes étudiantes ou mes clientes, puisque je donne des cours d'auto-make-up et je donne des formations pro sur la semaine pour des filles qui veulent devenir make-up artistes. Et j'ai aussi des particuliers qui viennent, que je maquille pour des occasions, ou surtout mes mariés qui viennent pour des essais make-up avant leur jour J, que je reçois aussi au studio. Donc du coup, c'est cours, clients et boulot. Ah donc c'est un style d'un salon de coiffure au make-up, mais tu pour le make-up, mais pas pour la coiffure. Oui, pour le make-up. Mais aussi elle donne des formations, des cours. Ouais. Exactement, donc t'as plus de 4000 références de produits dans mon studio. Tu vends aussi? On peut acheter des produits? Non, pas du tout. D'accord. Non, on vend pas, mais je mets à disposition tout le matériel nécessaire pour pouvoir tester, utiliser, exercer exactement. Donc les filles viennent au studio les mains dans les poches, quoi. Je fournis tout, donc c'est un studio qui est adapté pour ça, en éclairage, en matériel, en chaise, en table, en miroir, en tout ça. Waouh, c'est un sacré investissement. Super, ouais. Elle dure combien de temps la formation? Cours d'auto-make-up, c'est une demi-journée, et formation make-up, c'est sur 5 jours, 30 heures. Et est-ce que tu as des marques qui font appel à toi pour des formations internes entreprises, par exemple L'Oréal, Sephora, Marionneau? Alors, pas ces marques-là, non, parce qu'ils ont déjà leur staff en interne. Exact, d'accord. Par contre, je fais des masterclass dédiées exclusives, comme j'ai pu le faire l'an dernier avec Urban Decay. D'accord. J'en ai fait une aussi avec Make Up Forever, et j'en ai fait une avec Nars et Laura Mercier au printemps, Boulevard Haussmann. C'est des belles marques. Ouais, c'est des très belles marques, j'ai de la chance, elles me font confiance. Je fais pas mal de masterclass comme ça exclusives, donc que avec ces marques-là, et après il y a mes masterclass à moi où du coup j'ai plusieurs sponsors. Mais c'est marrant que
tu me poses la question parce que ça fait partie de mes axes sur 2020. J'aimerais développer le côté conseil en entreprise, mais plus le côté working girl. Et là, j'ai une conférence de planifier avec Alliance, donc au siège à la Défense, pour animer une conférence sur la mise en beauté des femmes cadres dans un contexte. C'est pour quand ? En juin. Cool. En juin, plus, c'est en été. C'est ça. Cool. Donc, c'est en interne. C'est programme de formation avec les RH. Donc, du coup, ça doit peut-être te parler. Donc, je fais ça avec un personal shopper, Loïc, qui est très, très branché mode. Et moi, du coup, j'ai le côté beauté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer et qui va, du coup, me changer un peu. Donc, encore un nouveau truc, un nouveau challenge. On rajoute une corde à ton arc. Pour la biographie, Pamela. Et c'est un grand studio. Il fait combien de mètres carrés ? 90 mètres carrés. Il est sur 2 niveaux. Je l'ai ouvert il y a 3 mois. Pour le moment, j'ai aménagé le premier niveau. Super. Et là, 2020, j'envisage de faire les travaux sur le 2e niveau pour l'agrandir. T'es en plein cœur de Paris. C'est un genre d'école, quoi. Non, pas du tout. Je suis en région parisienne, mais proche banlieue. Je suis à 20 minutes du quartier de la Défense. Ok. Dans le 92, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Donc, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez suivre Hanan sur Instagram. Son pseudo, c'est hanan.sarin. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, vous êtes sur irm.radio. Vous écoutez Scandal is Hot. Et ta chaîne YouTube ? Hanan Sarin aussi. D'accord, donc tu as tout remis à Hanan Sarin. J'ai tout remis pareil, sauf Snapchat que j'ai un peu laissé tomber. J'en ai pas recréé de nouveau depuis que je change mon nom. Mais on a remarqué que Instagram est de plus en plus utilisé plus que pas YouTube, Facebook. Snapchat, non. Snapchat. Disons qu'Insta, donc Facebook voulait racheter Snapchat n'a pas voulu, puis ils ont fait les stories, et puis ils ont un peu tué le game. Quoi. Donc, quand tu fais des stories sur Insta, c'est compliqué de faire encore d'autres stories sur Snapchat. Pour dupliquer la même chose, il n'y a pas d'intérêt. Donc, Et c'est la même communauté que tu as sur Instagram et sur Snapchat ? En général, ouais, même si globalement Snapchat c'est plus jeune. C'est un peu plus jeune, ouais. Mais... vas-y. Et ton public, justement, tu t'adresses à qui ? Moi, ma première cible, c'est les 25-35 ans. En général, tu as la communauté qui te ressemble. Donc, c'est souvent des brunes comme moi, c'est souvent des femmes, c'est souvent des 25-35 ans comme moi, c'est souvent des femmes dynamiques, très souvent mariées, maman. Enfin, vraiment, c'est impressionnant, mais c'est vraiment le reflet de... Ouais, ta communauté te ressemble. Ouais, complètement. On va parler un petit peu de make-up. Ouais. On veut des conseils. Donc, dis-nous, Hanan, pour avoir un bon make-up, est-ce qu'il faut de bons pinceaux ou bien un bon maquillage ? Est-ce que l'un des deux suffit ou il faut absolument avoir les deux ? Il faut avoir les deux. Ouais. Les pinceaux, c'est très, très important. Ah ouais ? Complètement. Ouais, les pinceaux, ça fait vraiment toute la différence. Un fond de teint, si tu l'appliques avec tes doigts, avec un beauty blender ou avec un pinceau, t'as pas du tout le même résultat. Donc, mais pourtant, c'est le même pinceau. Donc c'est mieux de... le même fond de teint, je veux dire. Donc il vaut mieux le mettre avec un pinceau. Chacun a son discours, hein, parce que moi, j'ai déjà entendu des maquilleurs, des make-up artistes qui disaient qu'on pouvait l'appliquer au doigt. Ah oui, non, ce que je dis, c'est... Elle me demandait, est-ce que les outils étaient importants ? Je disais que oui, parce que le résultat, selon si tu as un beauty blender, selon si tu fais avec tes doigts ou avec le pinceau, c'est pas le même résultat. Le même rendu. Mais le rendu peut être très bien avec les trois. Maintenant, tout dépend de la texture du fond de teint, de ton type de peau et du résultat que tu veux. Est-ce que tu veux un make-up léger ? Est-ce que tu veux un make-up couvrant ? Et à ce moment-là, c'est pas les mêmes outils et c'est pas la même texture de fond de teint non plus que tu utilises. Et qu'est-ce qu'on obtient avec quoi ? Avec un beauty blender, c'est beaucoup plus couvrant. C'est beaucoup plus smoothie, c'est beaucoup plus lisse, il n'y a pas de traces de pinceau, c'est bien... le fond de teint est placé à bonne dose parce que l'éponge a un côté absorbant qui fera que la matière sera bien répandue. Avec les doigts, tu es moins précis, mais si tu veux un truc naturel, tu veux juste camoufler quelques corrections, un petit peu d'anti-cerne, tac, avec les doigts, c'est très bien. Tu poudres un peu après et basta, on n'est pas nécessairement obligé d'en mettre partout. Et le pinceau, ça dépend du fond de teint. Ce que je retiens, c'est que tu dis qu'on n'est pas obligé de mettre du fond de teint partout. Ah non, ça. Pas du tout. Non.
Pas du tout. Parce que là, c'est très à la mode, les full face, très maquillés, le truc qui bouge pas, matifié, la Kim Kardashian. Ouais, non. Après, si tu matches bien la couleur de ton fond de teint avec ton teint, normalement, ça fait le job, ça camoufle là où t'as besoin. T'as pas besoin d'étouffer ta peau et d'en mettre partout. Non, pas du tout. Pour un rendu naturel, en tout cas. Certaines filles ont besoin d'écouter ça. Donc, il faut bien choisir sa teinte. Ouais, complètement. C'est très important. Et t'en penses quoi des extensions de cils? Quand c'est bien fait, pourquoi pas. Le souci de ça après, c'est que très souvent il y a quand même une chute des vrais cils naturels. Et je suis pas fan du volume russe. Je trouve que c'est pas naturel pour tous les jours. C'est flagrant. Et c'est très joli au début, mais après quand ça tombe pas de manière proportionnée. Des fois ça fait des trous dans les cils, donc du coup si t'entretiens tout le temps, why not? Mais si tu n'entretiens c'est dur à dire. Tu n'entretiens pas. Elle a réussi. La chute, du coup, c'est pas très joli. Donc tu le proposes pas dans ton studio? Ah non, pas du tout. Moi, vraiment, c'est que du make-up. Je fais pas de prestations esthétiques. Et tu fais les fossiles? Épilation. Oui, bien sûr, les fossiles, ça c'est une pause, ça fait partie du make-up. Mais pas d'extension de cils, recourbage de cils, microblading, épilation, tout ça, tout ça, c'est vraiment. Tu comprends un peu ça, Nordine? On t'a perdu. Non, vous m'avez pas perdu, justement. Non, je comprends, parce que j'ai une sœur et. Elle parle que de ça. Exactement, donc j'ai quelques notions sur le sujet. On l'a pas perdu? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu conseilles? Donc du coup, on a compris. Alors les outils, c'est important. Tu parlais des bons produits. Des bons produits, et avant tout ça, c'est le soin. Pourtant, je suis make-up artiste, je peux te parler que de make-up, mais entretiens bien ta peau avant même de t'intéresser au make-up. Le rendu sera que meilleur. C'est rare ça, on voit les youtubeuses ou les influenceuses, elles parlent que de make-up, elles ignorent le côté soin, et souvent elles n'ont pas une belle peau en dessous du make-up. En fait, tu sais, c'est comme dans la vie, quand tu as un conflit avec quelqu'un, soit tu laisses tomber et puis tu passes à autre chose, et l'étape d'après, ça veut dire en fait t'as une mauvaise peau, des problèmes de peau, et tu veux juste camoufler et mettre un fond de teint couvrant, ou alors t'es dans le conflit, tu veux résoudre le problème, tu te poses et t'essaies de trouver une solution. Et là, tu fais quoi? Tu traites ta peau. Tu cherches pas un fond de teint pour camoufler tes imperfections, tu cherches à traiter tes imperfections. Et en fait, c'est vraiment deux visions des choses. Donc, soit tu veux le truc d'urgence tout de suite parce que c'est pas beau et que t'as juste envie d'avoir un joli rendu, ou alors tu traites le problème. Donc le soin, c'est la base. Très, très important. Et qu'est-ce que tu entends par soin? C'est exfolier sa peau, c'est faire des masques, c'est faire attention aux UV, protéger ta peau, dormir, stimuler, masser ton visage. C'est traiter tes poches si tu en as, traiter tes cernes si tu en as, et vraiment le teint, la couleur de ton teint, l'éclat, c'est hyper important, et ça peut que embellir ton make-up. Ça veut dire aller voir un dermato? Ouais, si besoin, bien sûr. Si c'est des problèmes profonds, hormonaux, bien sûr. Ah oui. Et je voulais te parler aussi, c'est quoi la différence entre un make-up habituel et un make-up télé? Make-up télé, t'es orange. En fait, quand t'es sur les plateaux, tu dois vraiment bien charger ton fond de teint, et des fois t'es à 2 voire 3 teintes au-dessus de ta carnation naturelle. Pourquoi? Parce que t'as énormément d'éclairage. C'est ça, t'as beaucoup d'éclairage. C'est par rapport à la lumière. C'est ça. Et donc, pour pas que tu paraisses blanche, t'es obligé de foncer le teint. Donc, c'est horrible. C'est-à-dire que moi, quand je fais des prestations télé, je filme même pas le rendu, tellement les gens... Tu l'assumes pas? Non, mais c'est pas maquillé. Je crois qu'elle s'est trompée de fond de teint. Et du coup, les gens se rendent pas compte, quoi. Donc, non, ça, c'est incomparable. De toute façon, en général, quand t'as un tournage en plateau, ils se démaquillent avant de sortir. Ouais. Et c'est ça Homme comme femme, d'ailleurs. Ouais. C'est ça qu'on appelle le make-up HD ou HD, haute définition, ouais. C'est ça? Parce que parfois, on va sur les... quand on achète un fond de teint, c'est marqué fond de teint HD. Make Up For Ever, par exemple, ils ont le fond de teint HD. Il y a le côté... Mais après, ça, c'est le côté marketing de se dire, t'as la peau lissée, pas d'imperfection et tout. Mais il faut quand même que tu prennes ta teinte à toi, bien sûr.
Mais Make Up For Ever, ouais, ils ont un temps d'avance par rapport à ça. D'ailleurs, ils ont même des fonds de teint pour le corps, parce que tu maquilles aussi les décolletés selon la nana, la présentatrice, comment est-ce qu'elle est habillée sur le plateau. Donc ouais. Et est-ce qu'il y a des tendances, et quelle est la tendance du moment en make-up? C'est le naturel, le très glowy et les taches de rousseur. Ouais. Le blush à la russe aussi. Ça veut dire c'est très centré au niveau des joues. Tu sais. Comme les petites poupées russes. Voilà, exactement. Ouais. Donc d'où c'est le nom blush à la russe pour faire la connotation des poupées russes. D'accord. C'est les tendances actuelles. Et les taches de rousseur, vous le faites à base de quoi? Ça dépend. Crayon, liner très fin dans les teintes marronnées, parfois donc avec tu des pommades de sourcils. Si t'en as pas, tu t'en mets. Je crée des taches de rousseur, ouais. C'est très joli, hein. Ça adoucit un peu, ça fait côté un peu petite fille. C'est comme le filtre sur Insta. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien. En fait, on dirait que ça part des filtres, c'est marrant. Ouais, bah ouais. Oui, justement, aux États-Unis, ils ont décidé de de supprimer les filtres parce qu'il y a des médecins, des chirurgiens esthétiques qui ont dit qu'ils recevaient énormément de patients jeunes, ados, qui demandent de ressembler au filtre. Donc ça a pris une ampleur. Tu viens, tu dis, moi je veux avoir des taches de rousseur comme le filtre Insta. Non, c'est vrai que ça crée des complexes. Hein. D'ailleurs, parfois on me dit, mais pourquoi tu mets des filtres, tu t'assumes pas? Après je leur dis, bah écoutez, moi je trouve ça fun. Franchement, je trouve ça fun. C'est pas parce que je suis plus belle ou pas. Des fois, ça lisse la peau et tout, mais j'ai pas de problème d'acné, c'est même pas par rapport à ça. Et en plus, dans mes vidéos, au tout début, on me voit, je suis pas maquillée ni rien. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je trouve ça fun, en fait. Je trouve ça... Je me dis, des stories sans filtre, c'est triste. Tu vois? Je sais pas, je trouve ça fun. Mais c'est vrai que toi, tu prônes beaucoup le naturel. En tout cas, le soin et de s'assumer. J'ai pas envie d'être responsable des complexes des gens. Tu vois, il y a 3 jours, j'étais à la salle, j'ai fait une story, je pensais mes bourrelets et tout, en mode je suis blasée, les filles, combien d'abdos je dois faire pour perdre ça? Je l'ai vu. Et ouais, je trouve ça important. En fait, j'ai ni envie d'être responsable de la surconsommation des filles, ni des complexes, ni de rien de tout ça. Non, enfin, c'est pour ça que là-dessus aussi, je trouve que j'ai un rôle à tenir auprès de ma communauté, d'être naturelle et de partager ma vraie vie, quoi. Et puis c'est ça qui... Oui, vas-y. Oui, tu prends vraiment en compte la responsabilité que tu as envers... Ouais, complètement, ouais. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'être exactement comme la réalité aussi, parce que ça te permet d'acquérir déjà un maximum de personnes qui se reconnaissent en toi. C'est ça. Parce que si tu vends du rêve, c'est bien, mais bon, c'est vite lassant. Comme tu as dit, tu voudrais pas être responsable des complexes de certaines femmes de ta communauté. Du coup, bah, si quelqu'un se retrouve pas ou quelque chose, peut se désabonner. Complètement. Non, complètement. Non, et c'est très bien de cibler. Ouais, il faut. Juste une toute petite dernière question avant la fin de l'émission. Donc, Anan, t'en penses quoi des hommes qui disent que le make-up c'est de la triche? Ils ont raison. Tu leur donnes raison, ça vient d'une make-up artiste. Bah c'est vrai, le make-up franchement ça embellit, hein, ça fait des magies. Maintenant, voilà, quand c'est bien dosé, ça embellit comme quand tu portes une belle robe et que tu mets des bijoux ou que tu as fait un brushing à tes cheveux. Ça reste quand même la même personne maintenant, faut pas aller dans l'excès. Voilà, c'est un accessoire. Exactement. Merci Anan. Donc nous sommes arrivés à la fin de Scandalizote sur IRM.radio. Merci Pamela et merci Nordine et Anthony et on remercie aussi Anan. Merci beaucoup Anan, très sympa. Merci, je vous souhaite une très belle soirée. À samedi prochain. Bonsoir. Bonsoir.